Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau de Jeunes pour Jeunes pour une nouvelle émission sur un sujet très passionnant et avec des invités de marque. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du leadership féminin. Est-ce une alternative à considérer pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo? Et pour ce faire, j'ai avec moi des invités qui vont défendre leur point de vue. À ma gauche, Madame Larissa Diakanoa, communicologue. À ma droite, prophète Elie Samano, King Sam. Il est président d'une ASBL, Christianisme Authentique. À mon extrême droite, Madame Annie Kitima, présidente du conseil d'administration de la Société des mines de Kilomoto. Elle est également consultante en haute technologie de l'information. Et à mon extrême gauche, Monsieur Hervé Mauge, président d'une ASBL également, qui s'occupe de la jeunesse et du bien-être social. Alors, le leadership, c'est un terme très vague, disons très vaste, en ce que conceptuellement, il recouvre plusieurs aspects. Les talents, la capacité d'une personne à se mettre en avant, à attirer des gens vers elle, mais également, il demande des capacités à développer. Non seulement elles peuvent être innées, mais elles peuvent également être à développer. Alors, quel est le style de leadership que nous rencontrons généralement ici en République démocratique du Congo? Je dirais que le type de leadership qu'on rencontre généralement dans notre pays est malheureusement très individuel. Moi, je pense qu'un bon leadership doit être fondé sur une vision qu'on a de la société, une vision qu'on a des problèmes sociétaires. Et autour de cette vision, on essaye de fédérer des gens pour aboutir à un changement qualitatif de la société. Or, bien souvent chez nous, c'est vrai que dans l'espace public, il y a plusieurs leaders qui se sont fait connaître. Mais si on pose la question au grand public, peu pourront vous dire quel est l'idéal pour lequel ces personnes sont engagées. Et il faut aussi dire que c'est beaucoup plus dans la société civile qu'on rencontre ce que moi j'appelle des vrais leaders. Des gens qui ont une vision claire de ce qu'il faut faire pour arriver à un meilleur avenir pour notre société, et à travers certaines actions modestes, elles contribuent à faire avancer les choses. Ok. Quelqu'un d'autre aurait un point de vue différent Moi, ce n'est pas un point de vue différent, mais je voudrais peut-être compléter ce que Madame Kitima vient de dire. Parce qu'il n'est pas seulement individualiste, ce leadership, mais il est aussi, on va dire, paternaliste. Ça veut dire que, en principe, quand on parle de leadership, on devrait non seulement servir d'exemple, mais aussi, en quelque sorte, former une certaine relève qui servirait aussi de leader après ces leaders-là qui s'affichent aujourd'hui. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a juste une tête d'affiche, et c'est cette personne-là, quand elle disparaît, sa fameuse idéologie, elle disparaît aussi. Donc c'est vraiment, on appelle ça, on dirait que c'est du paternalisme. D'accord. Mais pour ce qui est de la place de la femme, quelle est la place que la femme occupe dans notre société aujourd'hui? Là, je m'adresse d'abord aux hommes parce que ce serait très intéressant d'avoir leur opinion dessus. Merci. Je voudrais d'abord revenir sur le leadership. Le leadership, c'est une fonction, c'est une position d'influence qu'un homme, un groupe de gens peuvent avoir vis-à-vis des autres pour les orienter, bien sûr, vers une vision bien précise, en vue des objectifs précis, dans le cas d'une nation, son développement.
Mais pour le cas de notre pays, effectivement, comme l'a dit madame, il y a ce leadership qui est d'ailleurs en crise. C'est ici d'ailleurs l'occasion de rappeler qu'il y a un bon leadership qui est biblique. Je voudrais parler dans le cadre du christianisme authentique, il y a le leadership de proximité. Ce leadership qui consiste à ce que les dirigeants ou ceux qui sont beaucoup plus élevés que les autres s'approchent des autres pour les aider à monter des niveaux en vue des objectifs communs. Et maintenant, quelle est la place de la femme dans le leadership actuel dans notre pays? Je crois pour le cas du christianisme authentique de l'Église ou dans notre nation, la femme a une place importante, mais négligée malheureusement, et parfois par elle-même, par manque de révélation souvent. Et la Bible est claire, un peuple sans révélation est un peuple sans frein, vous allez m'excuser. Mais la femme a un rôle à jouer, un rôle important. Quand vous parlez du leadership féminin, j'encourage, je trouve que le thème est bon, et que la femme a un rôle à jouer, parce que depuis Genèse, chapitre 2, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le jardin d'Éden était une société où devait vivre pas seulement l'homme. Dieu a jugé que l'homme seul était insuffisant. Il a fallu qu'il y ait une femme. Et donc, on ne peut pas évoluer dans une société, surtout pas ici au Congo, sans tenir compte de la personne, de la femme, son rôle important à jouer dans la société, dans différents domaines. Et donc, c'est ça ce que je peux dire. Par rapport à cet aspect, lorsqu'on lit Max Weber, qui est économiste et sociologue allemand, il a justement débattu de l'éthique. Son traité, c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc, il a différencié 3 niveaux de domination. La domination traditionnelle, établie par la société, les us, coutumes et traditions. La domination légale, par l'État. Et la domination charismatique. Donc, si je fais référence à ce que vous venez de dire, ici en RDC, apparemment, l'État n'intervient pas dans ce qui pourrait être un leadership légal. Non, il faut dire que depuis quelques temps, effectivement, il y a une dizaine d'années, nous constatons une certaine volonté de l'État à associer, à intégrer la femme ou à amener la femme à jouer son rôle. Mais maintenant, est-ce qu'il faudrait que la femme reste seulement derrière l'État qui l'accompagne avec les faiblesses que nous connaissons dans notre pays? Je crois qu'il y a un rôle important que la femme elle-même doit jouer pour être compétitive, afin de réussir aux objectifs qui sont louables pour la femme dans son leadership féminin, bien sûr. Okay, Monsieur Moge, qu'en est-il des pesanteurs traditionnelles par rapport au leadership, à l'apport et à la place de la femme dans la société congolaise? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais rebondir sur l'aspect que vous avez abordé tout à l'heure. Quelle est la place de la femme dans notre société? La femme a la place qu'elle a. Celles qui sont plus fortes ont aussi la place qu'elles méritent. C'est pourquoi on parle de leadership féminin aujourd'hui. Celles qui veulent rester sous la coupe des traditions et rester femmes ménagères, elles sont à la maison. Celles qui ne veulent pas, comme Madame Anne, ici, vous-même et d'autres femmes à travers la République, c'est taille la place qu'il faut en se battant pour sortir des sentiers battus, parce que la femme, chez nous, c'est les traditions, tu dois rester à la maison, des choses un peu comme ça. Quand on parle des leaders, c'est des femmes, au fait, qui sortent de ces clichés-là traditionnels, culturels, et qui s'efforcent de montrer à la société ce qu'elles sont et les valeurs qu'elles ont exactement. Madame Kitima. Oui, je souhaiterais peut-être amener un petit correctif dans ce que ces messieurs viennent de dire. Dès lors que dans une société, l'État est amené à passer des lois, c'est qu'il y a le constat d'une société qui n'est pas équitable vis-à-vis des femmes. Chez nous, on a passé une loi sur la parité. Dans d'autres cieux, on a vu aussi que des lois ont été passées pour assurer aux femmes une égalité salariale. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est que de manière tout à fait empirique, on constate que les femmes sont désavantagées. On peut peut-être débattre des raisons de ce désavantage. Je pense que ce sera un point que vous allez aborder plus tard. Mais toujours est-il que ce désavantage est là. Quand on regarde dans le milieu socio-professionnel,
vous remarquerez que la présence des femmes est très fréquente jusqu'à un certain niveau. Et généralement, il y a un ratio de 50-60 à peu près. Donc il y a à peu près 40% de femmes, mais c'est assez équitable. Dès lors que vous entrez dans la catégorie des cadres supérieurs, ou bien même dans certaines fonctions publiques, le niveau de représentation de la femme tombe parfois jusqu'en dessous de 10%. C'est vous dire qu'il y a quelque chose d'anormal, ou il y a quelque chose qui se fait mal. Alors maintenant, on peut chercher à en connaître les causes, ce sera certainement abordé, mais le constat qu'on peut être fait est celui-là. C'est que dans les lieux où un véritable leadership peut s'exprimer, un véritable leadership peut adhérer les gens à une vision commune. La présence des femmes est plutôt rare. Et l'ambition, je pense, de nos sociétés, dès lors qu'on passe des lois sur la parité, des lois qui visent à rendre à la femme une situation plus équitable, c'est justement favoriser ce leadership. L'absence d'action des femmes, peut-être pour arriver à un certain niveau de leadership, et peut-être aussi la résultante de la situation qu'on déplore. Mais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le constat est qu'au niveau de leadership dans notre société, les femmes se font rares. Pour ajouter peut-être par rapport à ce que Mme Kitima vient de dire, vous avez parlé de compétences au tout début parce que c'est très important en termes de leadership, les compétences. Et quand on regarde à la base, il y a quelques années, il y avait une campagne qui avait été lancée, toutes les filles à l'école. La raison, c'est que les parents préféraient envoyer leurs garçons à l'école et garder les filles à la maison. Quand ils n'ont pas assez de moyens, ils ne se tracassent pas pour envoyer leurs filles à l'école, ils préfèrent envoyer les garçons. Ça veut dire qu'à la base, en matière d'éducation, les parents se disent qu'ils préfèrent développer les compétences de leurs garçons et les filles, de toute façon, on pourra toujours la marier. C'est-à-dire que déjà, dès le début, en amont, il y a déjà un souci pour former ce fameux leadership féminin. Donc, il y a effectivement un grand problème de leadership féminin. En ce qui concerne quand on regarde le tissu social congolais actuellement, on voit qu'il est en défaillance. Il y a beaucoup d'antivaleurs, une économie en perte de vitesse, pour ne pas dire autre chose. Et ceux qui dirigent aujourd'hui, ce sont des hommes. Alors, est-ce qu'il ne serait peut-être pas judicieux de remplacer les hommes par des femmes pour avoir un résultat différent? Je pense que là c'est l'extrémisme. Il n'est pas question de remplacer. Il est question plutôt de rendre à la femme une place qui soit équitable. Si notre société est composée de 52% de femmes, il n'est pas normal que là où les décisions se prennent, il n'y a même pas 8% de femmes qui sont représentées. Le tout, c'est de penser plutôt en termes de collaboration, penser à la valeur ajoutée que la femme, dans ses talents, dans sa nature, ce qu'elle peut apporter pour aboutir à une société peut-être qui sera mieux gérée. L'idée n'est pas d'exclure les hommes et de remplacer les femmes, mais c'est de voir dans les talents, les attributs féminins, dans ce qui fait la féminité, quelles sont les valeurs qui peut-être peuvent amener à un mieux-être dans notre société. Les femmes ont généralement plus d'empathie. Peut-être que dans les sphères dirigeantes, là où les décisions importantes se prennent, s'il y avait un peu plus d'empathie, les choses seraient différentes. Je voudrais un peu être pratique pour dire, j'ai comme l'intention que très souvent quand les femmes parlent de leurs droits ou veulent rappeler leur position, elles accusent les hommes, ce qui n'est pas le cas tout de suite ici sur place, ou indirectement, disons-le. Mais je pense que la responsabilité ne revient pas aux hommes. Et je peux même dire aux femmes, en commençant par celles qui sont brillantes ici au plateau, c'est vraiment rêver, croire que l'homme peut donner à la femme la place que la femme elle-même s'est définie. La Bible dit, Adam, Dieu lui dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Donc l'idée de la femme n'est pas venue de l'homme.
Elle est plutôt venue du Créateur et de l'homme et de la femme. Et d'ailleurs, quand Dieu crée la femme, l'homme s'endort. Il se réveille pour découvrir un être vivant. Il leur donne tous deux une même fonction. Il dit, vous êtes créés et la femme, tu es une aide semblable à l'homme. Vous avez tous deux la même responsabilité. Raison pour laquelle quand la crise est venue au niveau de l'Éden, qui est la société, je rappelle, comme la RDC et autres, Dieu les chassa tous deux. Au point que quand l'homme a voulu accuser la femme comme étant responsable du catastrophe, Dieu n'entend pas l'homme. Il comprend que les deux sont responsables. Et donc moi, je voudrais appeler les femmes à la responsabilité. Puisque vous parlez du leadership féminin, il est temps que les femmes leaders mettent en place des dispositifs le permettant d'apporter de valeurs et de valeurs, des formations pour rendre compétitive la femme. Afin que cette femme, de cette génération et des générations futures, soit à même d'occuper des positions importantes où les lois sont votées, des positions importantes pour l'orientation non seulement de la femme, mais de la société tout entière. Nous avons, à l'occurrence, des exemples non négligeables. Dans notre pays, par exemple, dans les domaines religieux, nous avons une femme comme Mama Olangi, qui n'est pas une moindre dame, qui a réussi à faire sortir de cette nation un puissant ministère qui n'a pas d'égal avec le ministère des hommes dans ces pays. Et donc, la femme, elle doit connaître ses valeurs, ses compétences. Et Dieu ne l'a pas créée faible. Vous savez, cette histoire des femmes soyez soumises est mal interprétée même par les prédicateurs ou par les femmes elles-mêmes. Quand la Bible dit de la femme, elle doit être soumise, il s'agit de la femme mariée qui doit être soumise à son mari. Il ne s'agit pas de la femme de la société qui travaille. Autrement dit, cette dame, je suis très content, elle est PCA, elle ne se laissera pas prendre par son secrétaire comme si le secrétaire en tant qu'homme doit avoir de l'autorité sur lui, pas du tout. Donc je crois qu'il y a beaucoup de contradictions. Mais la crise, la véritable par rapport au leadership féminin est dans les femmes elles-mêmes. Merci. Elles doivent vraiment se réveiller et se relever. Je vais rebondir et avec madame tout à l'heure. On n'est pas en contradiction avec les femmes. Comme on l'a dit, j'ai assisté le week-end dernier à une activité des femmes à laquelle elle avait pris la parole. Elle est très outillée dans tout ce qui est classique sous le leadership des femmes. Ici, je pense que mon rôle, ce n'est pas de revenir sur ce qui est bien compris par les femmes elles-mêmes. Nous voulons rentrer dans les détails qui vont nous aider, les aider justement à rentrer dans leurs droits parce qu'il y a des lois qui sont votées, mais ce sont les mesures d'application qui n'arrivent pas. À la dernière activité, je crois qu'un constat avait été fait par l'honorable Patrick aux femmes. Vous faites une activité des femmes pour réclamer les droits des femmes à laquelle vous n'associez pas les hommes. Donc c'est 90% des femmes dans la salle, alors que vos bourreaux sont les hommes. C'est plutôt les hommes qui doivent être nombreux dans les activités que vous faites pour faire la promotion de tous les droits liés aux femmes. Et ici, j'aimerais rajouter quelque chose. Je crois qu'il y a une guerre entre nous et les femmes parce que quand on parle leadership, beaucoup de femmes veulent faire absolument que dans les activités où il y a beaucoup d'hommes. Pendant qu'il y a beaucoup d'autres activités dans la société, le terrain ici chez nous, c'est comme un champ vaste, mais qui est vide. Il y a beaucoup d'activités à faire. Dans nos villages, vous avez des mamans qui n'ont pas été à l'école, mais quand vous arrivez à voir comment elles mobilisent dans les villages sur des questions de sécurité, elles rassemblent les jeunes, elles parlent des choses qui leur touchent dans les villages. Donc, on peut voir qu'en allant au-delà de quelques intérêts sur lesquels nous nous battons, alors que nous devrions être partenaires, et associés dans ces activités-là, nous devons justement aborder les questions qui font qu'il y a des pesanteurs, qui font qu'on ne laisse pas nos femmes aller au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Moi, je réfléchis avec vous. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé à une situation où on cherche à promouvoir le leadership féminin en RDC. Chez les Bakongo, il y a eu la reine Zinga, je crois. Il y a eu Kimpanvita. Les Lunda ont eu leur impératrice.
on a des sociétés matrilinéaires et il y a eu la polyandrie. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les femmes ne sont pas partenaires des hommes. En général, leurs droits, elles sont brimées et leurs droits ne sont pas respectés. Entre-temps est arrivée la colonisation, le christianisme. Est-ce que ce ne serait pas non plus ça qui serait quelque part à l'origine de notre mauvaise compréhension de la place de la femme dans la société congolaise? Oui, je vais vraiment vous confirmer que c'est effectivement ça. Aujourd'hui, la définition ou les rôles que la femme doit jouer dans notre société congolaise ou africaine, elle est beaucoup plus... C'est vraiment un rôle tout à fait traditionnel. Et malheureusement, la tradition a limité les rôles, la position, la valeur de la femme. La tradition a fait de la femme une simple servante de l'homme. La tradition a limité la femme à la maison, à servir l'homme, point barre. Et pourtant, ceci a permis à la société de perdre de valeur. L'absence de la femme ou limiter la femme à certains rôles qu'elle doit jouer a fait qu'aujourd'hui, nous parlons de crise, de sous-développement dans l'Afrique. C'est lié à tous ces éléments. Parce que quand vous regardez dans la Bible et dans la vie courante, vous allez vous rendre compte que les femmes ont joué des rôles incroyables. En Islande, il y a une femme depuis 1980 qui a joué le rôle pendant 3 fois. Elle s'est bâtie à être présidente dans cette nation et avec des résultats incroyables. Nous avons vu celle qui est décédée, paix à son âme, Winnie Mandela, qui a joué des rôles incroyables. Pendant 27 ans de l'absence de son mari qui était en prison, cette femme a continué à se battre. Même après divorce, elle a continué à lutter pour donner à l'Afrique du Sud la valeur qu'elle a aujourd'hui. Elle a cassé le dos à l'apartheid. Cette femme a joué un rôle important. Simplement parce qu'elle est allée au-delà des traditions africaines. Et elle a pensé qu'il était temps de jouer le rôle important qui est celui d'aider la société, autant que l'homme à aller de l'avant. Donc pour moi, je crois que la tradition, les valeurs africaines sont à la base. Le christianisme, mais les faux, pas les vrais. C'est pourquoi nous parlons du christianisme authentique, a aussi contribué effectivement à ces limitations des femmes par rapport à leur rôle dans la société. Donc c'est un peu ça. Oui, je pense que ce que le prophète Élie vient de dire est essentiel. C'est que nos coutumes, bien souvent, sont machistes. Pour faire référence à la conférence à laquelle nous avons pris part il y a quelques jours, il y a une jeune dame dans le public qui est venue me parler et elle m'a dit une chose. C'est que chez elle à la maison, son père l'a éduquée en lui disant que une femme ne prend pas la parole en public devant les hommes et une femme ne prend pas la parole en public pour contredire ce qu'un homme a dit. Pour lui, ça faisait partie de valeurs coutumières de ce que doit être le bon comportement d'une femme. Or, pour pouvoir être un leader, ce sont des talents que vous devez développer, des talents oratoires pour engager des discussions, essayer de convaincre les gens, mais tout ça se fait en public. Mais dès lors que votre éducation vous pousse à avoir de la réserve, ça pose problème. Donc, l'une des causes de ce déficit, pour moi, c'est dans la coutume, le rôle que la coutume assigne à la femme, mais également dans l'éducation. L'éducation, et malheureusement, c'est nous, souvent les femmes, qui sommes à la barre. Parce que ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Comment est-ce que cette même femme qui aujourd'hui a des revendications en termes d'un statut beaucoup plus équitable, comment est-ce que cette femme, elle, a élevé ses fils qui, demain, ne font pas de place pour leurs sœurs? Je crois que là-dessus, il y a un débat important. Une mère trouvera normal d'avoir un petit garçon intelligent et dira « Oh, celui-ci deviendra, je ne sais pas, comme chez nous, on valorise beaucoup les fonctions politiques. Celui-ci, c'est vraiment un Premier ministre. » Mais quand sa petite fille va jouer à la coiffeuse en peignant ses poupées, elle va trouver ça normal. Et c'est ça, cette mentalité qu'on doit changer. L'éducation et l'instruction sont deux choses qui contribueront au changement de la mentalité des gens quant à la place des femmes dans la société. Un autre point de vue ?
Pas vraiment un autre point de vue, disons peut-être un mix de ce que mes prédécesseurs ont dit. Effectivement, les femmes, nous-mêmes, nous avons joué un grand rôle dans l'entretien de ces coutumes, de ces traditions. Parce que, comme on le dit, les femmes, c'est elles qui éduquent les enfants. Les femmes, c'est elles qui se complaisent à entretenir certaines idées, à dire à leurs filles qu'une fille ne fait pas ceci, une femme ne doit pas faire ça, ne doit pas se comporter de telle manière, ne doit pas s'exprimer, ne doit pas dire ceci. Et une fille qui grandit avec ça, en fin de compte, elle va éteindre peut-être le leadership qui était en train de naître en elle. Et donc... en parlant de ça, je voulais aussi aborder un point important que les femmes n'aiment pas beaucoup aborder, c'est le sujet de la solidarité féminine. C'est un point qui, dans la société, elle n'existe pas, presque pas. Et ça, c'est pas seulement chez nous, c'est un peu partout dans le monde. On parle de cette question-là. Les hommes, quand il s'agit d'être solidaires entre eux, ils le sont. Mais les femmes, entre nous, il y a un sérieux problème de solidarité féminine. On ne s'entraide pas. Une femme qui est leader, elle ne va pas chercher à former d'autres jeunes femmes comme elle. Elle va rester, elle va percer, on va dire oui, elle est ceci, elle est ça, mais elle n'aura pas derrière elle traîné d'autres personnes, malheureusement. Qu'est-ce qui, à votre avis, est à la base de ce comportement? Je ne peux pas me parler à la place des autres femmes, parce que moi, personnellement, je ne suis pas dans cette logique-là, mais je me dis, non, c'est pas forcément de l'égoïsme féminin. Mais je pense qu'à un moment, étant donné que tu as beaucoup lutté, tu as souffert, alors elle se dit, moi j'ai souffert, il faut que les autres aussi souffrent. C'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Mais il y en a qui sont éduquées et instruites, mais elles sont dans cette logique-là. Le surdimensionnement. De ne pas partager la gloire avec d'autres. Le surdimensionnement de l'ego. Oui, ça, mais je suis quand même content que les femmes elles-mêmes trouvent les obstacles à leur propre leadership. On parle des coutumes, on parle de l'égoïsme féminin qui ne sont pas solidaires. Au fait, c'est là où il faut nous associer, nous, pour vous aider à faire comment nous sommes solidaires, même quand nous avons été mis dans le passé. Dans la lutte pour vos droits, nous sommes partenaires. C'est-à-dire comme si on disait, il n'est pas bon que la femme soit seule. Justement. C'est-à-dire, nous avons une barrière culturelle qui est forte, comme chez nous, comme Madame Anne venait de le dire, Annie. Les filles sont apprêtées pour aller au mariage, même quand elles ont 16 ans et tout ça. Ça, on le vit tous les jours. Il suffit de quitter les zones urbaines pour rentrer à 200-300 km de la ville de Kinshasa, ou comme c'est le cas partout, vous voyez plein de petites filles de 14 ans, 15 ans, avec des bébés. C'est un peu normal parce que, bon, la société est faite comme elle est faite. Ces barrières-là, je voulais rajouter, plutôt que de rester dans des clichés classiques, traditionnels, comme on le voudrait, il faut rentrer dans les détails. Quand vous prenez l'exemple des grandes femmes dont vous parlez aujourd'hui, c'est des femmes qui sont restées dans leur ménage quelques années. Elles ont eu le temps d'avoir des enfants qui ont grandi et ça leur a permis de rester dans ce leadership parce que ça n'a pas été interrompu à un moment ou un autre pour une question de procréation ou je ne sais pas de quoi, parce qu'aujourd'hui on dit la femme elle est faible, elle ne peut pas arriver à un certain niveau de hiérarchie, comme vous l'avez développé la dernière fois, Madame Annie. Je vois que les personnes, non, ce n'est pas ce nos que j'ai invités, dit. certaines invités ne sont vraiment pas d'accord la avec proportion, ça. la proportion, bon, il faut écouter, parce que nous sommes obligés de rester ensemble, comme le pasteur l'a dit. Oui. Il y a une hiérarchie dans les sociétés, comme on l'a dit ici, à laquelle la femme est très limitée. Le pourcentage est très faible. Et quand vous posez la question aux décideurs, au patron, à l'employeur, il vous donne des raisons que la femme est faible. Elle aura ses congés de maternité et tout le reste. Donc il faut briser ça, il faut en parler. Ok, Madame Diakano. Bon, on aime beaucoup parler de cet aspect-là, dire que les femmes, elles constituent un frein parce qu'elles ont des enfants. Bon, ok, on arrête d'avoir des enfants.
la main-d'œuvre, elle va venir d'où? Il faut bien que la main-d'œuvre, qu'elle continue de naître. Quand les femmes, elles prennent des congés de maternité pour aller avoir des enfants, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il faut que la race soit perpétuée. Et donc, c'est hyper important qu'on continue à avoir des enfants. On ne va pas arrêter d'avoir des enfants parce qu'on est des leaders. Ça fait partie de notre leadership. Oui. Avoir des enfants et amener le nouveau leadership. Oui. C'est comme ça que la société va continuer à fonctionner. Sinon, demain, il n'y aura plus d'humains et la race, elle va s'éteindre. Merci, oui. Madame Kitima. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que ma jeune sœur vient de dire. Mais je voudrais peut-être situer le débat ailleurs et sous un autre angle. C'est quelle est la projection que les gens se font de ce qu'est un leader. Et quand vous voyez ça, vous verrez que les caractéristiques qu'on recherche ou le profil devient éminemment masculin. Ce sont tous les relents de la société machiste dans laquelle on fonctionne. Vous savez, il m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec des femmes qui me disaient « Ah non, mais c'est quoi le travail d'une femme ?» C'est que la femme elle-même, de par l'éducation qu'elle a, de par certains acquis culturels, se dit que les fonctions proéminentes doivent être exercées par un homme. Et quand elle voit une femme s'affirmer, arriver jusqu'à ce niveau de responsabilité, ça challenge un peu sa vision de la société, ça sème un doute, et parfois ça arrive à la situation dont Larissa parlait tout à l'heure, de manque de solidarité. C'est la projection dans le collectif populaire, le mental populaire. C'est quoi un leader? Souvent, on vous dira, c'est un homme qui. On sera rarement à la gente féminine. C'est une personne, rarement on le dira. Oui. Moi, je vais vous passer la parole tout à l'heure. Dans le monde aujourd'hui, on parle d'émancipation, on parle de leadership féminin, on parle de parité, on parle de discrimination positive. Ce sont des concepts très en vogue. Alors, est-ce que ça ne constitue pas dans l'intellect, dans l'imaginaire de beaucoup d'hommes et d'autres personnes également, un frein pour la méritocratie? Est-ce que ça ne constitue pas un danger pour la structure sociale si on part du postulat que les femmes devraient devraient arrêter la maternité pour être leader? Est-ce que ce n'est pas une remise en question du mariage? Parce que dans le code de la famille congolais, on dit que l'homme est le chef, le mari est le chef du ménage. Donc, si on parle de parité, est-ce qu'on ne court pas le risque, vu qu'il y a des acquis culturels, que les hommes et certaines femmes interprètent ça comme une menace ou un retard? Non, moi je dirais que d'abord, par rapport à toutes ces lois qui imposent la parité n'exclut pas la méritocratie. Les femmes doivent comprendre que la parité leur impose aussi le devoir d'arriver aussi qualifiée, aussi compétente, avec tous les talents qu'un homme qui a des ambitions pour certaines fonctions pourrait avoir. Il ne s'agit pas de mettre des femmes dans certains endroits rien que pour que ce soit la figure féminine qui soit là, non. Il faut mettre des personnes de talent, des personnes compétentes. Parce que si on le fait, on desservirait la cause de la femme. Le clientélisme n'est jamais bon. Il faut chercher une femme, pour moi peut-être privilégier la femme, qui a compétence égale, talent égal, équivaut au meilleur masculin. À ce moment-là, je pense qu'il y a des progrès. Mais prendre une femme, rien que pour le plaisir de prendre une femme sous le prétexte de la parité, c'est détourner aussi les fonctions réelles, les fonctions correctives de ce que la parité voudrait imposer. Oui, effectivement, la fameuse conception selon laquelle la parité, l'émancipation constituent un frein, c'est plus dans la tête des gens. Ce sont les gens qui ont plutôt mal interprété la notion de parité et d'émancipation. Parce qu'en fait, si on en est arrivé là, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un déséquilibre. Comment on se rend compte que dans d'autres pays à travers le monde, une femme ne pouvait pas voter?
Comment une femme ne peut pas choisir qui sont les personnes qui vont la diriger? Comment une femme ne peut pas conduire une voiture? On s'est rendu compte qu'il y avait des inégalités et qu'il fallait les combler. Quand on dit parité, on dit émancipation, ça ne veut pas dire qu'on veut prendre la place des hommes. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça une bonne fois pour toutes. On dit qu'on veut profiter de nos droits humains. Parce que quand on dit droits humains, on ne dit pas droit de l'homme mâle. On dit droit de l'homme et de la femme. C'est juste ce qu'on veut, uniquement. Voilà. Merci. On va revenir à vous. On va prendre quelques questions dans le public. Je rappelle la règle. Il faut être bref, concis, se présenter pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer. On va commencer par une dame. Madame. Admettons qu'une femme compétente postule comme présidente en RDC. Êtes-vous capable de la voter? Je me présente au nom de Yoni Longo Kabemba. Ma question, je la pose à Madame Kitima. J'allais savoir par rapport à l'actuelle situation politique du moment, faudra-t-il pour la femme de continuer à observer ou s'engager résolument dans l'action du changement? Merci. Madame Varlette Mompassi, conseillère emploi à l'Office national de l'emploi. Ce n'est pas une question, mais je voudrais m'adresser à Madame Kitima pour dire ceci. On est tous d'accord que la situation au blocage lié au leadership féminin est plus liée à la construction mentale que nous avons de nos us et coutumes. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du forum qu'il y a eu par rapport aux femmes. Est-ce pas plus, comment je dirais ça, plus avenant de pouvoir organiser des forums, des activités, non seulement dans des endroits aisés de la capitale ou du pays, mais comme ça dans des périphériques de la ville, si pas en province, où les mentalités ou encore l'évolution des pensées sont encore à la traîne. Et ainsi, nous pourrons espérer dans les années à venir avoir de femmes plus consciencieuses de leur état et de leur potentialité. Alors bonjour, je m'appelle Christian Benissa. Je suis chef d'entreprise. Je suis le chairman d'une entreprise qui s'appelle Congo Tchèque ici. Et ce sujet de la femme est un sujet de grande passion pour moi. Parce que dans ma vie, il n'y a que des femmes. Donc j'ai 4 filles et une femme. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je n'aimerais pas que ma fille, Anaya, finisse dans une cuisine. Ce n'est pas pour ça que je paie ses études. Mais une petite contribution peut-être pour les mamans, et c'est ce que je fais en tant que père qui vit avec des femmes, c'est qu'il est de votre devoir, mesdames, d'éduquer vos enfants de telle manière à ce qu'il y ait un effaçage de la ligne diviseuse qui divise le monde des hommes et le monde des femmes. Et comment je fais ça? Mes filles pratiquent le jujutsu, qui est un sport qu'on dirait un sport amibali, mais ce que j'essaie d'inculquer dans leur tête, je dis, vous pouvez lutter contre les hommes sur un tatami et être bonne à ça. Donc, le premier aspect de cette transformation vient de l'éducation et de ce que la mère va passer à sa fille. Question. 2 questions rapides. La première, c'est quelles sont les raisons historiques qui affectent le leadership féminin? Parce que quand l'animatrice dit qu'on a eu des reines, Jinga pour exemple, qui était le chef des armées, femme, qui a lutté contre les Portugais dans Mbanza-Congo. Quand on a Kim Pavita, qui est leader, reine, alors ça ne peut pas être les raisons traditionnelles des traditions africaines qui font que la femme soit reléguée à une position de défaveur. Alors, quel est l'impact de l'esclavagisme et du colonialisme sur la position de la femme dans la société actuelle dont nous vivons? Ma dernière question, excusez-moi, je suis un peu long, c'est un sujet de passion. Pour le pasteur, je pense que
plus qu'un mauvais politicien, il y a un mauvais pasteur. Et ce que je constate dans les églises, dans plusieurs églises de réveil, c'est que quand on parle à la femme et on lui dit « Dieu va te bénir », donc toutes les bénédictions de Dieu sont dans le passé, mais eux parlent dans le futur, Dieu va te bénir, il te donnera un homme et tu auras des enfants. Mais quand on parle au jeune homme, on dit « Tu auras une promotion au bureau, au niveau de ton boulot, tu seras nommé et tes business vont croître. » Alors, quel est l'impact de l'église de réveil sur justement ce subconscient de leadership féminin? Je vous remercie. Merci pour la parole. C'est Dani Shimona, je suis étudiant en gestion financière à l'Université de Kinshasa. Ma question va s'adresser à tous les intervenants. J'ai entendu parler de la coutume comme un des pesanteurs qui empêche les femmes à être leaders dans la société africaine. Je voulais savoir, mais en ce moment, ne serait-ce pas en train d'envoyer la culture africaine en extinction, parce qu'on dit un peuple sans culture est un peuple sans âme. Merci. Je suis Vanessa Mboyo, je suis en 5e année de droit à l'UPC. J'ai 2 questions à poser aux intervenants. Ma première question est une reformulation du questionnement du jour ou soit du sujet. Enfin, le leadership féminin est l'une des solutions pour développer la RDC. Une sous-question, quels sont les enjeux? Comment les femmes peuvent s'impliquer pour réaliser ce fait? Alors, la deuxième question, je m'adresse à Madame Larissa. Vous venez de parler tout à l'heure de solidarité féminine, mais quelle serait alors une révolution? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que de femmes ne puissent pas être solidaires, révolution de l'amour ou autre? Merci. Merci. Nous allons passer la parole à nos invités. Certaines de mes autres questions ont été aussi ramassées par le public, donc je suis la plus heureuse. On va commencer par le pasteur. Ok, Je voudrais répondre à la première question. Est-ce que je peux voter pour une femme? Oui, bien sûr. Parce que, bibliquement parlant, les femmes ont été considérées, honorées, et elles ont toujours eu une place d'honneur. Et je crois que le rôle de la femme est tellement important, et aussi son efficacité dans la société. J'ai parlé de Winnie Mandela, j'ai parlé de Mama Olangi, il y a Angela Merkel en Allemagne, et elles sont nombreuses. Hillary Clinton était presque déjà présidente aux États-Unis. Donc la femme est compétente. Elle peut assumer des responsabilités, hautes responsabilités, même au niveau de la présidence en RDC. Et d'ailleurs, ça serait ma prière, ça sera un bon plaisir qu'il y ait un jour une présidente ici en RDC. Surtout que les hommes, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Nous espérons que quand les femmes vont aussi monter au niveau de la présidence, ça nous permettra de découvrir les vrais problèmes. Il est à quel niveau, tout en les encourageant, bien sûr. Mais déjà, je vais en passant dire qu'il y a, depuis 2015 jusqu'à présent, il y a environ 12 femmes qui ont été des dirigeantes au niveau des sommets de l'État dans le monde. Donc, les femmes ne sont pas moindres. Et nous avons constaté déjà pendant une dizaine d'années une certaine émergence. Donc, les femmes sont en train de monter, et elles montent encore. Je crois qu'il y a de l'avenir avec le leadership féminin. Seulement, je suis en train de croire qu'il faudrait que les femmes leaders travaillent dans le leadership de proximité. Un peu comme le disait M. Christian, ils doivent aller dans les coins et recoins de notre pays et en Afrique pour parler selon le langage, selon les niveaux de chacune des femmes, pour expliquer de bouche à l'oreille par certaines d'autres manières importantes pour la vulgarisation et des droits et devoirs de la femme. Tout ceci sont des éléments importants, mais parfois négligés par la femme. La femme au Congo est restée encore la femme qui fait débat dans la capitale, et beaucoup plus vers Gombe et autres. Il faudrait vraiment qu'elle se déplace, et je comprends, et nous sommes au début, à la jeunesse de cette grande montée ou de l'émergence du leadership féminin. Maintenant, la question par rapport
à l'impact de l'Église, je voudrais d'abord répondre, comme c'est une question générale, sur les traditions, la culture. Non, nous ne voulons pas détruire la culture congolaise ou africaine, mais nous voulons seulement dire de cette culture, de ces traditions, il y a des éléments importants à considérer. Non, je vous donne un exemple. Je suis congolais, mais j'ai beaucoup plus d'approche kassaïenne, et je peux vous assurer que la femme kassaïenne est une femme manipulée par l'homme. Je parle de la femme qui est au village. Elle n'a pas de même place. Et je vois même certaines églises, c'est là la responsabilité à la question de M. Christian, l'impact de l'église ou la responsabilité de l'église. Oui, les écritures saintes ont été parfois mal interprétées par certains prédicateurs. Par exemple, quand Paul dit il ne faut pas que la femme prenne l'autorité sur l'homme, il ne faut pas qu'elle parle, il s'agit de quelle femme et dans quel contexte l'apôtre a-t-il parlé ainsi? Et donc aujourd'hui, il y a cette responsabilité effectivement que nous assumons. C'est pourquoi nous sommes dans ce plateau pour dire que dans le christianisme authentique, nous disons non à ce genre de déformation d'informations. Nous voulons dire non à ces dérapages que même les prédicateurs ont longtemps prêché. Mais il faut savoir que sur le plan politique, ça a beaucoup joué aux politiciens dans le passé. La femme a été manipulée simplement pour assouvir aux besoins de certains politiciens. C'est pourquoi je reviens encore pour dire la responsabilité incombe à la femme elle-même. Il faudrait que la femme s'élève, elle doit jouer son rôle. C'est un rôle important. Est-ce le leadership féminin, il est bon, il est mauvais? Est-ce que c'est ça ce qui est la solution pour la RDC? Je dis oui et non à la fois. Non quand il s'agit que de la femme et la femme seule. Non quand la femme croit que l'homme devient son adversaire. Non quand la femme croit qu'elle peut faire mieux que l'homme. Non quand la femme croit que l'homme est la barrière devant elle ne lui permettant pas d'aller de l'avant. Non quand la femme croit qu'elle peut faire comme l'homme toutes choses. Ce n'est pas vrai. Et l'homme ne peut non plus pas faire toutes choses comme la femme. Et donc je voudrais qu'il y ait de l'équilibre, qu'il y ait un mariage entre les deux types de personnes responsables que Dieu a placées dans notre société. Donc voilà pour ma part ce que j'ai pu dire. Merci. Madame Kitima. Je vais essayer de répondre aux différentes préoccupations qui ont été soulevées. Doit-on continuer à observer ou s'impliquer dans l'action du changement? Moi, je pense que dans la vie, on a deux choix. On est soit spectateur ou on est acteur. Mais quand on est spectateur, on ne peut rien faire pour les autres. Il n'y a qu'en décidant d'agir qu'on amène maintenant un changement pour les autres. Donc, l'idée de continuer à observer la situation sans se poser la question de savoir quels sont aujourd'hui les actes que nous allons mettre en œuvre pour arriver aux objectifs que nous désignons est une idée pour moi qui est critique. Il faut que les femmes s'engagent. Il faut que les femmes passent à un stade où aujourd'hui elles agissent pour que dans l'espace sociétal, elles aient aussi leur mot à dire, elles aient aussi des choses différentes qu'elles amènent. Et c'est vrai maintenant que les femmes qui sont dans une situation de leader, il serait bon que dans les forums où ces choses sont débattues, qu'on pense de plus en plus à aller dans les coins et les recoins de la République, comme l'a dit le monsieur qui est à mes côtés. Pourquoi? Parce que en ayant une politique de proximité, ou en ayant des enseignements de proximité, on parvient réellement à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est un encouragement que je ferai pour ma part, pour toutes ces personnes qui organisent ce type de forum. S'agissant maintenant des raisons historiques qui affectent le leadership féminin, moi, l'une des causes que je vois, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans nos coutumes, mais il n'y a pas que nos coutumes, il y a le colonialisme. Parce que quand le colon est venu, il a importé aussi ses lois. Il a amené son arsenal législatif, et dans son arsenal législatif, qu'est-ce qu'on a vu? Que la femme était privée du droit de vote. Que la femme était soumise à l'autorisation maritale pour travailler, pour voyager, pour ouvrir un compte bancaire. On a vu aussi que la femme mariée, on lui avait assigné un statut de mineur prolongé. Et donc, c'est toutes des choses qui ont un impact direct sur les possibilités d'émergence de la femme dans la société dans laquelle elle évolue.
Que voulez-vous qu'un mineur permanent puisse contribuer à un changement qualitatif? Donc c'est vrai qu'il y a certains obstacles qu'on trouve dans la coutume et aussi certains obstacles qu'on trouve dans des événements historiques qui ont affecté la condition de la femme dans notre pays. Et s'agissant maintenant des raisons culturelles, j'essaie d'être brève pour donner aussi la possibilité aux autres de parler avant que le temps ne s'épuise. Les raisons culturelles qu'on a invoquées tout à l'heure, moi je pense qu'il faut faire une sélection dans la coutume. C'est pas parce que quelque chose est dans la coutume que nécessairement c'est bon. Je vous donne un exemple. Certaines coutumes préconisent l'excision des petites filles. Est-ce qu'on va continuer à perpétuer cette coutume sous le prétexte que si on bannit ce type de pratique, ce serait amputer notre héritage culturel? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire une sélection sérieuse et sage. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je peux prendre plusieurs exemples de certaines coutumes qui sont, je dirais, avilissantes pour la femme. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le milieu coutumier kassaïen. Quand une femme, je ne suis pas en train de préconiser l'adultère. Je pense que dans la vie, il faut être loyal, fidèle. Mais quand une femme commet l'adultère, est-ce que vous avez une idée de l'humiliation publique qu'on inflige à cette femme dans la coutume kassaïenne? Je pense que si on vous explique ce à quoi elle est exposée, vous vous direz c'est excessif, il faut peut-être réguler le comportement des gens et cesser avec ce type de pratique. Donc il n'y a pas lieu de dire que vouloir s'affranchir de certaines coutumes qui sont un frein à l'émergence des femmes, c'est s'amputer de notre héritage ou de notre richesse culturelle. Merci, madame, monsieur. Parlant de coutumes, il y a une question qui est arrivée là. J'aimerais compléter, madame, pour dire que chaque coutume et tradition doit être compris et mis dans son contexte. Le contexte particulier dans lequel on vivait quand les colonialistes étaient ici était différent. Et nos coutumes et traditions, pour la plupart, sont orales. On n'a pas une documentation, vous allez, on vous dit, il faut faire ça au Congo parce que nous sommes, chaque tradition, chaque province a un type de tradition et de coutumes. Donc, comme quelqu'un qui dirait, on ne peut pas prendre son vélo et rouler dans l'océan. Il faut avoir un bateau et tout ça. Donc, aujourd'hui, il faut nous adapter par rapport au contexte. Cela va nous permettre d'aider déjà nos mamans. Aujourd'hui, on fonctionne dans les pays, dans l'économie informelle. Et je crois que 80% de nos femmes, de nos jeunes femmes, sont celles qui sont dans ces activités-là pour nourrir leur famille. Il suffit d'aller dans les grands marchés, les seaux avec des beignets, de l'eau et tout ça sous la tête. La plupart, ce sont des jeunes femmes. Comme le disait madame, les garçons sont privilégiés, ils vont à l'école, mais les petites filles sont exploitées dans autre chose. Donc il faut qu'on dépasse ces clichés-là, coutumiers et tout ça passe aujourd'hui déjà. Il faut renier nos Android, nos téléphones, parce que ce n'est pas dans nos coutumes aussi. Pour revenir sur la question de la coutume et de la culture, c'est M. Dany, je pense, qui en a parlé. Moi, je voulais dire qu'à un moment, nous-mêmes, on déforme notre fameuse culture et nos coutumes. Je prends un exemple, par exemple celui de la dot. À l'époque, la dot, c'était un symbole. Mais aujourd'hui, c'est devenu un objet de se faire de l'argent. C'est comme on utilise les femmes comme marchandises. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, à un moment, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, on dira, quand on trouvera que la dot est trop chère, on dira, oui, mais à notre époque, c'était comme ça. Donc, on instaure ça comme une coutume et on dira, c'est notre culture. Or, ce n'était pas notre culture. Étant donné que, comme l'a dit monsieur, la tradition est orale, on la déforme et on en fait ce qu'on veut. Et à un moment, ça constitue une faiblesse pour nous-mêmes. Et donc, on peut encore changer les choses. Ça veut dire que rien n'est figé, on peut les changer autant qu'on veut et les changer de manière à rendre à sa femme la place qu'elle avait avant que le colonisateur arrive. C'est possible de le faire. Alors, pour répondre à la question de madame par rapport à la solidarité féminine,
Les causes, le manque de solidarité féminine, je ne sais pas exactement dire quelles sont les véritables causes, mais je pourrais deviner peut-être et dire que les femmes qui ont essayé de se battre pour essayer de percer, à un moment, elles se disent que c'est peut-être un miracle qu'elles soient arrivées là, et elles oublient le reste du monde. Elles ont cet ego un peu surdimensionné, et elles se disent, elles pensent même pas aux autres. C'est même pas qu'elle ne veut pas aider les autres, mais elle n'y pense pas. Tout ce qu'elle pense, elle a son objectif en tête, et elle fonce vers cet objectif-là. C'est peut-être quelque chose qu'il faut juste leur rappeler. Donc la fameuse révolution viendrait peut-être de là. Rappeler juste aux femmes qu'il y en a d'autres qui sont comme toi, qui n'ont pas eu cette chance-là. Elles ont les mêmes compétences, mais on ne les aide pas parce qu'il n'y a personne pour parler pour elles. Ce serait peut-être un début de solution. Ce serait peut-être juste rappeler aux femmes qu'il y a d'autres femmes qui sont là, qui sont dans votre entourage et qui ont besoin de parfaire leurs compétences, leurs connaissances. Et si vous les aidez, peut-être elles iraient plus vite, comme le font les hommes. Et donc, voilà, ça serait peut-être un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu qu'on aborde l'aspect quotient émotionnel nécessaire pour le management des entreprises, une capacité que les femmes ont généralement mieux développée que les hommes. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, ce qui apparaît de notre échange, c'est que la femme est porteur de vie, la femme est moteur et acteur du développement, la femme est agent de paix en dépit de tous les défis auxquels elle fait face. Mais pour que ça se réalise dans notre société, il faut qu'elle se batte pour mériter, reprendre sa place. Il faut que les mères prennent le soin de ne pas être complaisantes dans la gestion et la compréhension du rôle de l'être humain, pas seulement l'homme, mais également, pas seulement le garçon, mais également la fille. Il faut que l'éducation et l'instruction permettent de former des femmes de valeur compétentes pour que la discrimination positive prenne tout son sens. Il faut également rejeter les traditions qui sont avilissantes. Je vous remercie tous, chers téléspectateurs, messieurs, mesdames dans l'assistance et mes très chers invités. Je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine. Merci, bonsoir.